La mort soudaine de Bruce Lee, au zénith de sa vie et de sa carrière, a plongé le monde dans une stupeur profonde il y a 52 ans. Depuis ce jour tragique du 20 juillet 1973, des milliers de fans, tels des pèlerins, ont afflué vers sa tombe pour rendre hommage à cette légende des arts martiaux, honorant la mémoire d'un homme qui a redéfini les limites du possible. Mais récemment, lorsque des ouvriers ont ouvert sa tombe pour des travaux d'entretien, ce qu'ils ont découvert a ébranlé cette sérénité et déclenché une onde de choc mondial pour une raison totalement inattendue. Ce récit retrace le parcours extraordinaire de Bruce Lee, de ses humbles débuts à son statut d'icône mondiale, et dévoile les révélations stupéfiantes issues de sa tombe, qui continuent de captiver l'imaginaire collectif. Bruce Lee, né Lee Jun-fan en 1940 dans le quartier chinois de San Francisco, portait un nom signifiant « revenir encore », une prédiction presque prophétique de sa vie marquée par des retours constants pour repousser les limites. Son père, Lee Hua-chuan, une star de l'opéra chinois, était en tournée aux États-Unis lorsque Bruce vit le jour. Cette naissance, à la croisée des cultures orientales et occidentales, préfigurait le rôle de Bruce comme pont entre ces mondes. Enfant, il grandit à Hong Kong, dans le quartier animé de Kowloon, où il fut immergé dans une société vibrante mais souvent brutale. Dès son plus jeune âge, Bruce se retrouva mêlé à des combats de rue, une réalité courante pour les jeunes de son époque dans une ville où les tensions entre gangs étaient fréquentes. Ces affrontements, bien que dangereux, forgèrent son caractère et éveillèrent en lui une soif de maîtrise physique et mentale. Issu d'un milieu privilégié grâce à la renommée de son père, Bruce bénéficiait d'un certain confort matériel, mais cela ne le protégeait pas des défis des rues hongkongaises. À 13 ans, après une série de bagarres qui inquiétèrent ses parents, il chercha une formation formelle en arts martiaux. C'est ainsi qu'il rencontra Ip Man, le légendaire maître du Wing Chun, un style de kung-fu axé sur la précision, la rapidité et l'économie des mouvements. Sous la tutelle d'Ip Man, Bruce apprit non seulement des techniques de combat, mais aussi une philosophie profonde qui allait façonner sa vision du monde. Le Wing Chun, avec ses principes d'efficacité et de simplicité, enseigna à Bruce comment canaliser son énergie et transformer ses faiblesses en force. Ip Man, figure respectée et austère, lui inculqua des valeurs de discipline, de respect et d'adaptabilité, qui devinrent les piliers de son approche des arts martiaux. En parallèle, Bruce entama une carrière d'enfant acteur à Hong Kong, apparaissant dans des films dès l'âge de 6 ans. Ses premières expériences devant la caméra, bien que modestes, développèrent son charisme naturel et sa capacité à captiver un public. Cependant, les combats de rue restaient une constante, et ses parents, préoccupés par son comportement turbulent, décidèrent de l'envoyer aux États-Unis à 18 ans. En 1959, Bruce s'installa à Seattle pour poursuivre ses études à l'Université de Washington, où il étudia la philosophie, un domaine qui influença profondément sa pensée. C'est à Seattle qu'il commença à enseigner les arts martiaux, brisant les conventions de l'époque. À une époque où les écoles de kung-fu étaient souvent réservées aux étudiants chinois, Bruce ouvrit son école dans le quartier chinois de Seattle, accueillant des élèves de toutes origines, une décision audacieuse qui reflétait sa conviction que les arts martiaux étaient un langage universel. Parmi ses premiers élèves figuraient Jesse Glover, son premier étudiant américain, et Linda Emery, une jeune femme qui deviendrait sa femme en 1964. Cette ouverture à la diversité, dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale, était révolutionnaire. Bruce ne se contentait pas d'enseigner des techniques, il partageait une vision d'unité et de dépassement de soi. Ses cours, dispensés avec une intensité et un charisme unique, attiraient des élèves de tous horizons, des étudiants aux professionnels, fascinés par son approche novatrice. Il rejetait les dogmes rigides des écoles traditionnelles, prônant une méthode basée sur l'adaptabilité et l'efficacité, des idées qu'il affinerait plus tard dans son propre style, le Jeet Kune Do. Le passage de Bruce à la célébrité commença lors d'un tournoi de karaté à Long Beach en 1964. Ses démonstrations, mêlant vitesse fulgurante, puissance contrôlée et charisme magnétique, captivèrent les spectateurs, y compris des producteurs d'Hollywood. En 1966, il décrocha le rôle de Kato dans The Green Hornet, une série télévisée qui le présenta au public américain. Bien que relégué au rôle d'acolyte, Bruce vola la vedette avec ses scènes de combat dynamiques, chorégraphiées avec une précision inégalée. Cependant, il fut rapidement frustré par les rôles stéréotypés offerts aux acteurs asiatiques à Hollywood. Refusant de se plier aux clichés,
Il retourna à Hong Kong en 1971 pour produire des films qui reflèteraient son authenticité et sa vision. Ces films, tels que La Fureur de vaincre, The Big Boss, 1971, La Fureur du Dragon, Fist of Fury, 1972, et Opération Dragon, Ante-Dragon, 1973, révolutionnèrent le cinéma d'action. Ils battirent des records au box-office en Asie et conquirent un public mondial, séduisant par leur intensité, leur authenticité et la philosophie qu'ils véhiculaient. La maxime de Bruce, n'utilise aucun chemin comme chemin, n'ait aucune limite comme limite, devint un cri de ralliement pour ceux qui cherchaient à transcender les contraintes imposées par la société. Ces films ne se contentaient pas de divertir. Ils inspiraient, montrant un héros asiatique fort, complexe et universel dans une industrie dominée par des stéréotypes. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee s'éteignit à Hong Kong à l'âge de 32 ans, au sommet de sa gloire. Cette disparition soudaine, survenue alors qu'il redéfinissait les arts martiaux et le cinéma, laissa le monde en état de choc. Ce jour-là, Bruce s'effondra chez l'actrice Betty Ting-Pei, avec qui il discutait d'un scénario pour le jeu de la mort. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut déclaré mort à son arrivée. La cause officielle fut un édème cérébral, une accumulation anormale de fluide dans le cerveau, mais cette explication ne mit pas fin aux spéculations. Certains évoquèrent une allergie à un analgésique, d'autres des théories de complot impliquant un empoisonnement ou des rivalités dans le milieu du cinéma hongkongais. La mort d'un homme si jeune, en apparence invincible, semblait presque inconcevable. Bruce n'était pas seulement une star de cinéma, il était devenu un symbole mondial, brisant les barrières raciales et culturelles dans une industrie où les acteurs asiatiques étaient souvent relégués à des rôles secondaires ou caricaturaux. Sa mort, survenue juste avant la sortie mondiale d'Opération Dragon, qui allait consolider son statut d'icône, semblait d'une cruauté presque tragique. Ses fans, ses amis et sa famille furent dévastés, cherchant des réponses à une perte qui défiait toute logique. Linda Lee, sa veuve, fut confrontée à une décision déchirante, où faire reposer Bruce. Hong Kong, où il avait atteint la gloire, était un choix évident, mais Linda opta pour Seattle, où Bruce avait fondé sa première école et construit leur vie commune. Ce choix, bien que controversé à l'époque, reflétait l'importance de Seattle comme lieu de transformation personnelle pour Bruce, où il avait trouvé sa vocation de professeur et de philosophe. La tombe de Bruce au cimetière de Lakeview à Seattle devint un lieu de pèlerinage sacré. Les fans du monde entier y affluaient, laissant des fleurs, des lettres et des hommages à l'homme qui leur avait appris à être comme l'eau, fluide, adaptable, sans limite. Située dans un cadre paisible surplombant la ville, la tombe symbolisait à la fois la tragédie de sa mort prématurée et l'impact éternel de son héritage. En mourant, Bruce ne laissa pas seulement un vide, il consolida son statut d'icône intemporelle, inspirant des millions de personnes à poursuivre l'excellence sans compromis. Sa philosophie, ses films et son charisme continuent d'influencer des générations, transformant sa tombe en un symbole de son génie et de sa perte. L'héritage de Bruce Lee ne se limite pas à ses prouesses martiales ou cinématographiques, il fut aussi un acteur majeur du progrès social dans les années 1960 et 1970, une période marquée par des tensions raciales et des bouleversements sociaux aux États-Unis et ailleurs. À une époque où la ségrégation raciale était encore une réalité dans de nombreuses sphères, Bruce défia le statu quo avec une détermination tranquille mais inébranlable. Ses écoles d'arts martiaux, ouvertes à tous, étaient une rupture radicale avec les traditions exclusives des écoles de kung-fu, qui limitaient souvent l'enseignement aux étudiants chinois. En accueillant des élèves de toutes origines blancs, noirs, asiatiques, latinos, Bruce fit des arts martiaux un espace d'unité et d'échange culturel. À Hollywood, il s'opposa aux stéréotypes raciaux qui cantonnaient les acteurs asiatiques à des rôles de domestiques, de méchants ou de personnages secondaires. Il refusa catégoriquement des rôles qui perpétuaient ces clichés, même au détriment de sa sécurité financière dans les premières années de sa carrière. Son rôle de Kato dans The Green Hornet fut une percée majeure. Pour la première fois, un acteur asiatique incarnait un personnage complexe, compétent et charismatique à la télévision américaine. Bien que Kato soit techniquement un acolyte, Bruce vola la vedette, au point que la série fut rebaptisée Kato Show dans plusieurs marchés asiatiques. Sa présence à l'écran redéfinit les perceptions des hommes asiatiques, souvent dépeints comme faibles ou effacés dans les médias occidentaux. En coulisses, Bruce joua un rôle de mentor pour des élèves de divers horizons, y compris des figures comme Karim Abdul-Jabbar, légende du basketball qu'il entraîna personnellement et fit apparaître dans le jeu de la mort.
Leur amitié, née dans une période de forte tension raciale, illustrait l'engagement de Bruce à transcender les barrières culturelles. Il voyait les arts martiaux comme un langage universel, capable de rapprocher les gens au-delà des différences de race, de religion ou de classe sociale. Ses cours, dispensés avec une intensité et une générosité inégalées, attiraient des élèves de tous milieux, des étudiants universitaires aux professionnels en quête de sens. Bruce ne se contentait pas d'enseigner des coups, il partageait une philosophie de vie, encourageant ses élèves à trouver leur propre voie et à dépasser leurs limites. Son influence s'étendait également à ses écrits et interviews, où il articulait une vision d'unité et d'authenticité. Il rejetait les dogmes rigides, qu'ils soient martiaux, culturels ou sociaux, prônant une approche basée sur l'individualité et l'adaptabilité. Cette philosophie, bien que moins médiatisée que ses exploits à l'écran, eut un impact profond sur ceux qui le côtoyèrent. En défiant les normes établies, Bruce ouvrit la voie à une représentation plus authentique des Asiatiques dans les médias et inspira des générations d'artistes martiaux à voir leur discipline comme un outil de connexion humaine. Si les films de Bruce Lee firent de lui une icône mondiale, son impact sur la condition physique, la philosophie et le développement personnel dépassa largement les écrans. Dans les années précédant sa mort, Bruce développait une approche holistique du développement humain, intégrant conditionnement physique, discipline mentale et réflexion philosophique. Sa bibliothèque personnelle, riche de centaines d'ouvrages sur les arts martiaux, la philosophie orientale et occidentale, la psychologie et l'anatomie humaine, témoignait de sa curiosité intellectuelle insatiable. Il passait des heures à étudier, annotant ses livres et synthétisant des idées pour créer une méthode unique. Bruce rejeta les approches rigides des écoles traditionnelles, qui adhéraient souvent à un seul style de combat. Il développa le Jeet Kune Do, qu'il décrivit non pas comme un style, mais comme une philosophie de combat. Sa célèbre maxime, absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile, ajoute ce qui est spécifiquement tien, devint un principe directeur, non seulement pour les artistes martiaux, mais pour quiconque cherchait à s'améliorer. Le Jeet Kune Do, avec son accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et l'individualité, était une révolution dans le monde des arts martiaux, anticipant les approches modernes comme les arts martiaux mixtes, MMA. Ses méthodes d'entraînement étaient tout aussi novatrices. Bruce combinait les exercices traditionnels de kung-fu avec la musculation, la course à pied, le stretching et des techniques de conditionnement physique alors peu communes. Il fut l'un des premiers à insister sur l'importance de la condition cardiovasculaire et de la flexibilité, des concepts qui sont aujourd'hui fondamentaux dans les sports de combat et le fitness. Son régime d'entraînement, qui incluait des poids, des exercices isométriques et des pratiques de méditation, était en avance sur son temps, influençant des générations d'athlètes et de professionnels du fitness. Bruce croyait que le corps et l'esprit étaient indissociables, et il cherchait constamment à optimiser les deux. Sa philosophie, incarnée par l'idée des « être comme l'eau », transcendait le combat pour devenir une métaphore de la vie. Être comme l'eau, c'était s'adapter aux obstacles, contourner les défis et trouver sa force dans la fluidité. Cette idée, simple mais profonde, toucha des publics du monde entier, offrant une approche universelle de la résilience et de l'authenticité. À travers ses écrits, ses interviews et ses films, Bruce encourageait chacun à découvrir sa propre voie, à vider son esprit des préjugés et à embrasser sa singularité. Cette vision, à la fois spirituelle et pratique, fit de lui un guide pour des millions de personnes, bien au-delà du cadre des arts martiaux. Le 31 juillet 1973, Bruce Lee fut inhumé au cimetière de Lakeview à Seattle lors d'une cérémonie privée en présence de sa famille et de ses proches amis. Le site, choisi avec soin par Linda Lee, reflétait l'attachement profond de Bruce à Seattle, où il avait fondé sa première école et construit leur vie commune. Surplombant le paysage paisible de la ville, la tombe offrait une sérénité contrastant avec l'intense médiatisation entourant sa mort à Hong Kong. La procession funéraire attira des milliers de personnes, les fans bordant les rues de Seattle pour rendre un dernier hommage. James Coburn et Steve McQueen, tous deux élèves et amis proches de Bruce, portèrent son cercueil, symbolisant son impact à la croisée des arts martiaux et d'Hollywood. La cérémonie mêlait des éléments traditionnels chinois, comme l'utilisation d'encens et des prières bouddhistes, à des coutumes occidentales, reflétant le rôle de Bruce comme pont entre les cultures. La pierre tombale, en granit poli, portait son image et sa célèbre maxime. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie digne d'être rappelée. Avec des inscriptions en chinois et en anglais, elle incarnait son engagement pour l'harmonie culturelle.
En 1993, la tragédie frappa à nouveau la famille Lee avec la mort de Brandon, le fils de Bruce, à l'âge de 28 ans. Brandon, une étoile montante d'Hollywood, fut tué accidentellement sur le tournage de The Crow, 1994, par une arme à feu mal chargée. Sa tombe, placée à côté de celle de son père, ajouta une couche de poignance au site, transformant Lakeview en un lieu de mémoire pour deux vies fauchées trop tôt. Les tombes de Bruce et Brandon Lee devinrent un lieu de pèlerinage émouvant, attirant des visiteurs du monde entier. Les fans venaient non seulement pour honorer l'héritage de Bruce, mais aussi pour méditer sur le destin tragique de Brandon, qui avait tenté de se frayer un chemin dans l'ombre de la légende de son père. Ensemble, leurs tombes symbolisent les triomphes extraordinaires de la famille Lee dans les arts martiaux et le cinéma, mais aussi la douleur de leur disparition prématurée. Chaque fleur, chaque lettre laissée par les visiteurs raconte une histoire d'admiration et de perte, faisant du site un témoignage vivant de leur impact. Plus de 50 ans après l'inhumation de Bruce Lee, en 2023, le conseil municipal de Seattle demanda à Linda Lee Cadwell l'autorisation d'ouvrir la tombe pour des travaux d'entretien de routine. Cette requête raviva des souvenirs douloureux pour Linda, qui avait déjà traversé l'épreuve de la perte de son mari et de son fils. Cependant, fidèle à l'esprit de Bruce, qui valorisait le respect et la coopération, elle accepta, reconnaissant l'importance de Seattle dans leur vie commune. Cette décision, bien que difficile, témoignait de son engagement à honorer la mémoire de Bruce tout en soutenant la communauté qui l'avait accueilli. À l'approche de la date d'ouverture, le cimetière de Lakeview fut transformé en un site de préservation hautement sécurisé. Une structure climatisée fut érigée autour de la tombe pour maintenir des conditions optimales, avec des systèmes d'éclairage spécialisés pour minimiser la chaleur tout en assurant une visibilité parfaite. La sécurité fut une priorité absolue, avec des mesures sans précédent pour protéger le site et garantir la confidentialité des opérations. Une firme spécialisée dans la protection d'artefacts historiques établit un périmètre strict, limitant l'accès aux seuls membres de l'équipe dûment briefés sur les protocoles de manipulation. Linda fournit des informations précieuses sur le contenu de la tombe, s'appuyant sur ses archives personnelles depuis 1973. Ses souvenirs des objets placés lors de l'inhumation ou des nunchakus aux lettres personnelles aidèrent l'équipe à anticiper ce qu'ils pourraient trouver et à préserver chaque élément avec le plus grand soin. Des relevés préliminaires furent effectués à l'aide de radars à pénétration de sol pour cartographier la structure interne de la tombe, tandis que des capteurs environnementaux surveillaient la température, l'humidité et d'autres facteurs susceptibles d'affecter la préservation. Chaque pièce d'équipement fut soigneusement stérilisée pour éviter toute contamination. Les autorités locales collaborèrent étroitement avec la famille Lee pour respecter toutes les exigences légales, avec des permis méticuleusement préparés et examinés par des experts en préservation historique. Des spécialistes culturels chinois furent consultés pour intégrer des pratiques traditionnelles, et des cérémonies bouddhistes furent planifiées pour honorer l'héritage de Bruce avant le début des travaux. Shannon Lee, la fille de Bruce, passa des heures à revoir le plan d'action, s'assurant que chaque étape était chorégraphiée avec précision pour respecter la mémoire de son père. L'équipe de préservation effectua plusieurs répétitions complètes, simulant l'ouverture de la tombe pour garantir que chaque membre connaissait son rôle. Ces préparatifs, menés avec une rigueur quasi militaire, reflétaient l'importance culturelle du projet. La ville de Seattle apporta un soutien supplémentaire, reconnaissant la signification mondiale de la tombe de Bruce Lee comme un symbole de son héritage. Chaque détail, des rituels culturels au protocole technique, fut conçu pour honorer l'homme qui avait transformé les arts martiaux et le cinéma. L'inspection de la tombe de Bruce Lee au cimetière de Lakeview débuta à l'aube, marquant les 52 ans depuis son inhumation en 1973. Shannon Lee organisa une cérémonie traditionnelle dirigée par des moines bouddhistes, qui récitèrent des prières et brûlèrent de l'encens pour honorer le site et son importance culturelle. Cette ouverture, bien plus qu'un simple entretien, était un moment historique, attendu par les fans et les historiens du monde entier. L'équipe de préservation commença par retirer délicatement le sceau extérieur de la tombe, un processus méticuleux qui prit plusieurs heures. Ils constatèrent que la construction de 1973 était remarquablement bien conservée, les matériaux granit, bois, métal montrant peu de signes de détérioration malgré le passage de plus de 5 décennies. Les couches successives de sceaux protecteurs témoignaient de la prévoyance des concepteurs originaux, qui avaient intégré des systèmes redondants pour assurer une préservation durable. Chaque barrière était un chef-d'œuvre d'ingéniosité,
conçu pour protéger le contenu de la tombe contre l'humidité, les variations de température et le passage du temps. Linda Lee Cadwell, présente sur place, apporta une profondeur émotionnelle à la procédure. Avec une voix empreinte de souvenirs, elle raconta les décisions prises en 1973 pour honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique. Elle décrivit les choix spécifiques, la disposition des objets, les matériaux utilisés, les rituels effectués, chacun reflétant une intention réfléchie pour immortaliser l'esprit de Bruce. À mesure que l'équipe approchait des étapes finales, leurs mouvements devinrent encore plus prudents. Chaque action était revue plusieurs fois pour éviter tout oubli, avec une attention particulière portée aux zones où les matériaux se rejoignaient, souvent des points faibles dans les systèmes de préservation. Les instruments de l'équipe, bourdonnant doucement dans le silence respectueux, enregistraient des données précises sur l'état de la tombe. Linda partagea des anecdotes sur les jours suivant la mort de Bruce, expliquant comment elle et ses proches avaient choisi chaque élément pour refléter sa vie et ses valeurs. Ces récits, mêlant chagrin et fierté, donnaient au processus technique une dimension profondément humaine. L'inspection de la tombe de Bruce Lee au cimetière de Lakeview débuta à l'aube, marquant les 52 ans depuis son inhumation en 1973. Shannon Lee organisa une cérémonie traditionnelle dirigée par des moines bouddhistes, qui récitèrent des prières et brûlèrent de l'encens pour honorer le site et son importance culturelle. Cette ouverture, bien plus qu'un simple entretien, était un moment historique, attendu par les fans et les historiens du monde entier. L'équipe de préservation commença par retirer délicatement le sceau extérieur de la tombe, un processus méticuleux qui prit plusieurs heures. Ils constatèrent que la construction de 1973 était remarquablement bien conservée, les matériaux granit, bois, métal montrant peu de signes de détérioration malgré le passage de plus de 5 décennies. Les couches successives de sceaux protecteurs témoignaient de la prévoyance des concepteurs originaux, qui avaient intégré des systèmes redondants pour assurer une préservation durable. Chaque barrière était un chef-d'œuvre d'ingéniosité, conçu pour protéger le contenu de la tombe contre l'humidité, les variations de température et le passage du temps. Linda Lee Cadwell, présente sur place, apporta une profondeur émotionnelle à la procédure. Avec une voix empreinte de souvenirs, elle raconta les décisions prises en 1973 pour honorer à la fois l'héritage chinois de Bruce et sa vie en Amérique. Elle décrivit les choix spécifiques, la disposition des objets, les matériaux utilisés, les rituels effectués, chacun reflétant une intention réfléchie pour immortaliser l'esprit de Bruce. À mesure que l'équipe approchait des étapes finales, leurs mouvements devinrent encore plus prudents. Chaque action était revue plusieurs fois pour éviter tout oubli, avec une attention particulière portée aux zones où les matériaux se rejoignaient, souvent des points faibles dans les systèmes de préservation. Les instruments de l'équipe, bourdonnant doucement dans le silence respectueux, enregistraient des données précises sur l'état de la tombe. Linda partagea des anecdotes sur les jours suivant la mort de Bruce, expliquant comment elle et ses proches avaient choisi chaque élément pour refléter sa vie et ses valeurs. Ces récits, mêlant chagrin et fierté, donnaient au processus technique une dimension profondément humaine. Pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les légendes d'Hollywood et les secrets qui ont façonné le cinéma, abonnez-vous à Hollywood Inside. Plongez dans l'univers des icônes comme Bruce Lee et explorez les récits qui continuent d'inspirer le monde entier.